Tout du long de ces 4000 ans d'histoire, l'Antiquité a vu naître, prospérer, décliner et s'éteindre une multitude d'empires partout dans le monde, tous très différents et avec leur propre fonctionnement. Chacun d'entre eux avait sa propre administration, sa propre culture, religion, système militaire et politique, sa propre économie et diplomatie. Bref, chaque empire avait son propre mode de fonctionnement qu'on connaît en général assez mal quand on n'étudie pas en profondeur leur histoire. C'est à tout ça qu'on va s'intéresser ici. Mais puisqu'il est impossible de tracer un portrait robot du fonctionnement d'un empire antique, on s'intéressera plutôt à quelques cas très intéressants, avec la Chine des Han d'abord, puis l'Empire Maurya en Inde, et pour finir, le cas très différent de la Ligue de Délos en Grèce. La dernière vidéo traitait du même sujet, mais s'intéressait plutôt aux empires du Moyen-Orient, avec la Mésopotamie, l'Égypte et la Perse. Celle-ci est toujours disponible si vous souhaitez aller plus loin. La dynastie Han prend le pouvoir en Chine après que leurs prédécesseurs, les Qin, aient subi de graves révoltes. Celle-ci se divise en deux grandes périodes, celle des Han occidentaux et celle des Han orientaux, qui s'étendent entre 206 avant Jésus-Christ et 220. Née des révoltes qui se sont levées contre l'ancien empereur, la nouvelle dynastie s'affaire à mener les changements nécessaires afin de rétablir la situation, mettant en place un système bien plus égalitaire et méritocratique. Cela s'illustre d'abord par une répartition des terres parmi les paysans, au contraire du système féodal qui avait permis aux grandes familles aristocratiques d'accaparer d'immenses domaines agricoles aux dépens des paysans appauvris. Le pouvoir local est également rendu plus égalitaire puisque tous les hommes peuvent s'élever socialement au travers de lettres de recommandation. Les 20 rangs sociaux, qui existaient déjà sous les Qin, sont également rendus plus méritocratiques. Ceux-ci sont héréditaires, mais n'importe qui peut y accéder. Il n'y a pas une élite nobiliaire qui est seule à pouvoir s'élever dans la hiérarchie sociale. La justice se montre aussi moins discriminante. Les procédures judiciaires qui ne concernaient pas des crimes étaient particulièrement efficaces et rendues rapidement. Elles se composaient d'une mise en examen des cas rapportés, d'auditions, de convocations et de témoignages où la position sociale des parties concernées n'importait pas. Toutefois, les affaires criminelles connaissaient un traitement différent. Si la procédure était relativement similaire aux affaires civiles, il était plus difficile d'amener le problème en justice, et les punitions qui en ressortissaient pouvaient être allégées ou alourdies selon le rang de noblesse. L'empereur, qui centralise l'administration autour de sa personne, mais nous en parlerons plus tard, réorganise l'empire en provinces et royaumes, qui sont héritiers de la situation chinoise après la chute des Qin. Ces royaumes semi-indépendants, dirigés de la même façon que l'empereur dirige son empire, sont d'abord attribués aux descendants d'anciennes familles royales et à des soutiens de l'empereur. Mais par la suite, après des tentatives d'expansion de certains d'entre eux, ils ne sont plus qu'attribués à des membres de la famille régnante. Pour gérer cet énorme territoire, qui accueille près de 60 millions d'habitants à son apogée, l'empereur se repose sur une administration gigantesque composée de 130 000 officiels locaux et centraux. À la tête de celle-ci, on retrouve bien sûr l'empereur, mais également les trois seigneurs, c'est-à-dire le chancelier, le secrétaire impérial et le grand commandant, qui supervisent eux-mêmes un contingent de 9 ministres. Le ministre des cérémonies, le superviseur des préposés, le commandant de la garde, le grand serviteur, le commandant de la justice, le grand héros, le directeur du clan impérial, le grand ministre de l'agriculture et le petit trésorier, auquel on peut aussi ajouter le colonel de la censure et les inspecteurs. Cette administration est donc à la fois gigantesque et très centralisée. Pour former leurs fonctionnaires, les Han instaurent un système scolaire efficace et fondent une université impériale. Cette foule de fonctionnaires formés par le pouvoir lui-même permet d'étendre la culture des Han et d'unifier idéologiquement leur vaste empire. C'est d'ailleurs à ce moment que l'empereur fait le choix de favoriser le confucianisme comme idéologie principale. Dans cet ensemble sociétal, les Han utilisent un système monétaire hérité de la dynastie Qin, dont la frappe sera successivement réservée aux gouverneurs ou ouverte aux ateliers privés, et dont le poids changera tout au long de l'existence de la dynastie. Les principales sources de revenus des Han étaient le commerce, notamment avec la route de la soie qui ouvrait les échanges avec l'Occident, l'impôt et la terre, qui bénéficiait, elle, des progrès majeurs de l'agriculture,
avec le développement des outils en fer, du collier d'attelage des chevaux et surtout des canaux qui optimisent l'irrigation. Les voies commerciales intérieures ont également été optimisées par le développement d'un réseau routier très efficace qui égalait celui des Romains et qui permettait la circulation des informations, puisque les courriers impériaux y circulaient. Ce réseau routier était parsemé de postes, une tous les 5 km, et il était rapidement devenu l'épine dorsale de l'Empire. Toute cette économie florissante est encouragée par la stabilité intérieure permise par la Pax Sinica, version chinoise de la Pax Romana. Cependant, cela n'a pas empêché les Han de mener une politique expansionniste sous le règne de certains empereurs ambitieux. Les guerres ont notamment été fréquentes contre les nomades Xiongnu au nord, qui pillaient depuis longtemps la Chine, mais d'autres expéditions ont aussi permis aux Han de mettre la main de façon plus ou moins durable sur une partie de la Mandchourie et de la Corée, ainsi que sur le sud de la Chine actuelle. L'armée qui a permis ces conquêtes reste composée de conscrits paysans, comme sous les Qin, mais se transforme avec le temps en une armée de frontières, concentrée dans des garnisons et constituée de militaires de métier, de nomades incorporés et de criminels condamnés à servir dans celle-ci. Les dernières années des Han occidentaux ont vu la réduction des progrès qui s'étaient développés au début de la dynastie. Les empereurs devinrent moins proches du peuple, la classe supérieure se fit plus riche et la classe inférieure plus pauvre, tandis qu'un début de surpopulation commença à réduire l'efficacité du partage des terres. Après un court interlude de quelques années, ce sont les Han orientaux qui reprennent le pouvoir en Chine. Cependant, le fonctionnement de l'Empire va vite se désorganiser car les empereurs sont souvent de jeunes enfants. Les eunuques de la cour et les mandarins en profitent alors pour se disputer le pouvoir central, tandis que la noblesse profite de l'instabilité pour redevenir indépendante, tranchant donc avec l'époque très méritocratique du début des Han occidentaux. À un niveau local, l'administration pressure de plus en plus le peuple, notamment au niveau des impôts. Cette très forte fiscalité impériale et les troubles politiques provoquent des révoltes paysannes, comme celle des Turbans jaunes en 184. Cette instabilité intérieure, liée à l'indépendance retrouvée de l'aristocratie locale, permet à de nombreux chefs de guerre d'apparaître, ce qui mène à la chute de la dynastie et le début de la période des Trois Royaumes. La Chine des Han a donc vu se dérouler d'importantes mutations. Elle a été un empire socialement hiérarchisé, mais aussi socialement mobile et méritocratique. L'administration s'y est nettement développée et la répartition des terres a permis un accroissement de l'agriculture, tandis que l'empire a été très ouvert aux échanges et militairement porté vers l'expansion. Ces traits tendent pourtant à disparaître au 2e et 3e siècle de notre ère, sous les Han orientaux. Cependant, cette dynastie continue d'être un modèle politique, économique et culturel, que ce soit pour les dynasties qui succèdent aux Han ou pour la Chine moderne. L'Empire Maurya s'est étendu sur la quasi-totalité de l'Inde entre 321 avant Jésus-Christ, à la fin des conquêtes d'Alexandre, et 185 avant notre ère. Celui-ci est né des affrontements entre les Janapadas, qui s'étaient formés dans cette région à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on appelle les entités politiques et sociales sédentaires qui ont émergé dans le nord de l'Inde et du Pakistan et qui ont fondé des villes importantes. Les Mauryas sont donc parvenus à vaincre ceux-ci et à presque unifier politiquement l'Inde, profitant aussi du vide laissé par la mort d'Alexandre. L'État Maurya se constitue de 7 éléments qu'on appelle les Prakritis et qui sont décrits dans les sources de l'époque. On retrouve d'abord le Svami, qui est le titre porté par le roi et qui désigne un chef spirituel, puisqu'ici le roi est avant tout l'exécutif de l'autorité divine. C'est lui l'élément régent de l'État. On retrouve ensuite l'Amatya, un conseil de ministres, donc de fonctionnaires en lien direct avec la couronne, qui forme l'élément administratif de l'État. Vient ensuite le Janapada, qui est la représentation du territoire de l'État. On ne sait pas vraiment si ça décrit la campagne, le territoire ou le pays directement, mais les sources de l'époque le décrivent comme l'origine de toutes les activités économiques. C'est l'élément géographique de l'État. Ensuite, on trouve le Durga,
qui désigne tout ce qui peut être considéré comme un fort, allant des villes fortifiées aux quartiers généraux et aux défenses naturelles. C'est donc l'élément protecteur de l'État. Dans ces durgas, on retrouve le kosa, le trésor, qui était contenu dans les fortifications. C'est l'élément économique. Après, on retrouve le danda, qu'on pourrait traduire par sceptre ou bâton, et qui désigne la force ou la contrainte physique, donc l'opération de la loi et de l'armée. C'est l'élément législatif et militaire. Enfin, le dernier élément est le mitra, qui désigne toutes les relations que le roi entretient avec l'extérieur et qu'on pourrait traduire par ami ou allié. C'est la politique étrangère. C'est donc ces 7 éléments qui constituent et font fonctionner l'État pour les Maurya. Mais ceux-ci ne prennent pas en compte d'autres personnages qu'on pourrait nous citer, dont certains fonctionnaires proches du roi, comme le prêtre en chef, le trésorier, qui surveille les revenus de l'État, ou le collecteur, qui surveille les rentrées de taxes venues de tout l'Empire. Toute cette administration bénéficiait aussi du développement important de l'écriture, qu'on appelle sanskrit, qui a permis de conserver les écrits et les édits royaux, ainsi que les documents financiers qui nous permettent, nous, aujourd'hui, d'en apprendre plus sur cette période. On voit aussi le développement du monnayage qui permettait de payer chaque fonctionnaire avec un salaire fixe et de développer les échanges, l'Empire étant particulièrement ouvert vers l'extérieur. On retrouve d'ailleurs de grandes similitudes entre cet empire et la Perse des Achéménides, ce qui n'est pas étonnant puisque l'Inde a toujours été en contact avec cet immense voisin et ses descendants. De ce côté, on peut citer le respect des autonomies locales et la fonction religieuse du roi, mais avec un pouvoir centralisé puisque toutes les décisions sont prises à la capitale et émanent du roi. Cependant, tout ça est adapté à la culture indienne. Par exemple, le roi doit respecter le dharma, la loi naturelle des choses, toutes les coutumes qui sont considérées comme essentielles. Le roi doit donc assurer la justice et la moralité qui est liée, ainsi que l'artha, ce qui renvoie à la prospérité matérielle, donc la richesse et la nourriture, qu'il promet au peuple. La fonction royale a quand même une différence importante par rapport aux Achéménides, parce qu'ici, le roi est très paternel. Il est toujours possible d'obtenir une audience avec lui, et il donne toujours directement ses instructions à tous les échelons de la société. Cette particularité s'explique simplement par le fait que, dans la pensée indienne, si le roi se rend indisponible, il n'y a plus que la confusion et l'insatisfaction qui peut se manifester dans la société. On retrouve aussi une autre particularité indienne, c'est que la société est très hiérarchisée, avec un système de classes desquelles il est impossible de sortir ou de rentrer. Ces classes sont totalement rigides et héréditaires, et s'accompagnent d'us et de coutumes qui leur sont propres, avec par exemple des habitudes alimentaires ou vestimentaires qui sont différentes. On retrouve 4 castes. Les brahmanes, qui sont les prêtres et les spécialistes du sacré, les kshatriyas, qui sont les guerriers et les détenteurs du pouvoir politique, les vaisyas, qui sont les artisans, les marchands et les producteurs, et enfin les shudras, qui sont les serviteurs. En parallèle de ces castes, on retrouve également des esclaves, mais ce n'est pas une situation définitive puisqu'il est toujours possible de racheter ou de gagner sa liberté, et d'ainsi récupérer la caste qu'on occupait précédemment. Le système des castes est toutefois trop rigide pour fonctionner correctement. Les Indiens ont donc dû y ajouter les jatis, qui appartiennent aux 4 autres classes, mais qui permettent de préciser sa position à l'intérieur de celle-ci, en fonction de l'activité qu'on exerce par exemple. Ces jatis sont instables et peuvent s'élever ou baisser dans la hiérarchie de chaque caste. Du côté religieux, l'Empire Maurya voit se dérouler le 3e concile bouddhique qui renforce les divisions entre les 2 écoles du bouddhisme. Il provoque aussi l'expansion du bouddhisme vers l'Asie du Sud-Est. De leur côté, les Maurya permettent le culte des différentes écoles pour maintenir la stabilité de leur empire. Le plus grand exploit des rois Maurya a donc été d'unifier en une seule entité politique une multitude de royaumes divers et variés. Le roi règne directement sur une partie de son territoire, à l'est, et se repose sur ses fonctionnaires pour le représenter dans le reste de l'empire, en sachant que les provinces étaient administrées par des vice-rois, généralement issus de la famille royale, et les villes moyennes par des fonctionnaires directement soumis au roi. On connaît d'ailleurs très bien les divisions géographiques de l'empire, mais ce côté est probablement trop fastidieux et précis pour être décrit dans une vidéo. Je vous affiche donc une description de celle-ci, et vous pouvez la lire en faisant pause si ça vous intéresse.
Je précise toutefois que l'unité territoriale et géographique de base de l'Empire Maurya, c'est le village. C'est lui la structure urbaine la plus nombreuse. Voilà donc par quoi se caractérise le fonctionnement de cet empire. Il est moins expansionniste que la Perse des Achéménides et préfère favoriser des contacts amicaux avec ses voisins. Son économie est avant tout agraire, et c'est ça qui génère le revenu de l'État. Il s'y développe une vision paternaliste à l'extrême de la part du roi envers son peuple et même ses alliés, ce qui s'accompagne d'une domination absolue de celui-ci dans tous les domaines de la société. Toutes les terres de l'Empire lui appartiennent d'ailleurs, et il en cède l'occupation à des nobles ou à des paysans moyennant leur fidélité ou un prix. Le territoire des Maurya a fini par se morceler avec le temps, sans qu'on en connaisse les raisons précises. Les derniers rois ne régnaient probablement plus que sur une petite partie de l'est de l'Inde, où se trouvait la capitale, tandis que de nouvelles dynasties font leur apparition dans la région et que les pouvoirs étrangers y récupèrent leur part, avec par exemple la naissance de dynasties gréco-indiennes dans le Pakistan actuel. C'est à la suite des guerres médiques, qui opposaient les Perses à des coalitions grecques, que la Ligue de Délos est fondée sous l'impulsion des Athéniens, en 478 avant Jésus-Christ. Celle-ci naît dans le but d'organiser la résistance et les offensives contre les Perses. À son apogée, elle regroupe environ 330 cités présentes tout autour de la mer Égée, tandis qu'Athènes en prend l'hégémonie, qui en grec désigne le chef militaire, celui qui prend en premier part à la bataille. Cependant, dans ce cas, Athènes va progressivement outrepasser les limites de son statut et imposer son contrôle sur la Ligue de plusieurs manières, ce qui a fait dire à certains historiens qu'Athènes faisait preuve d'impérialisme, ce qui est évidemment anachronique, mais plutôt révélateur de la domination athénienne sur ses alliés. La Ligue fonctionnait principalement avec les tribus. Chaque cité devait verser un certain montant au trésor de la Ligue, qui était entreposé à Délos, et qui permettait de construire et d'entretenir une flotte dirigée par Athènes. Au départ aussi, les cités promettent de garder les mêmes alliés et les mêmes ennemis. Ce système prend sens au lendemain des guerres médiques, alors que la présence perse continue de terrifier les Grecs. Et la Ligue est très bien accueillie par les différentes cités, puisqu'elle leur assure une sécurité bienvenue. Seulement, Athènes renforce sa mainmise sur celle-ci, tandis que la menace perse devient de moins en moins pressante. Dès 454, le trésor est déplacé de Délos à Athènes, où il sera par la suite entreposé dans le Parthénon. En plus de posséder l'hégémonie militaire, la cité s'empare également du trésor, et elle en profite pour affirmer son autorité en obligeant les cités de la Ligue à lui remettre le tribut en public, au théâtre de Dionysos, à l'occasion des grandes Dionysies, des fêtes religieuses importantes. De plus, le trésor est contrôlé par des trésoriers athéniens, les Dys et les Notamias, tandis que le montant du tribut versé est fixé par Athènes. Alors que celui-ci s'élevait au total aux alentours de 460 talents, un chiffre qui avait été décidé par le stratège athénien Aristide, celui-ci triple en 425 à la demande des Athéniens, qui laisse peu de place à la négociation. Le montant du tribut versé par chaque cité pouvait aussi varier selon le bon vouloir de l'hégémone. Après une révolte, le tribut versé par la cité de Tassos est par exemple passé de 3 talents par an à 35. Athènes punit ceux qui tentent d'échapper à son influence. Ces tributs étaient bien sûr utilisés pour la flotte. Les cités pouvaient d'ailleurs envoyer directement des navires au service d'Athènes ou des matériaux de construction plutôt que de l'argent. Mais la cité s'en est également servie pour financer une partie de son projet massif de reconstruction de sa ville, dont le Parthénon faisait partie. Athènes domine ainsi militairement et économiquement la Ligue, et elle ne compte pas abandonner cette position quand bien même la menace perse ne se fait plus ressentir. Effectivement, dès 449, Grecs et Perses signent une paix à Callias, qui met fin aux guerres médiques. Pourtant, la Ligue ne se dissout pas, et Athènes punit violemment les cités qui tentent de la quitter. En 470 déjà, Athènes écrase la cité de Naxos, qui tentait de faire sécession. En 465, c'est au tour de Tassos de subir le courroux de son hégémone, tandis qu'en 460, Athènes utilise la Ligue, non pas contre les Perses, mais contre d'autres Grecs, lors de la première guerre du Péloponnèse. De protectrice, Athènes devient peu à peu dominatrice. Elle impose aux cités de la Ligue une monnaie commune, le tétradrachme d'argent athénien,
mesure qui n'est cependant pas respectée par toutes les cités. Le système judiciaire d'Athènes devient accessible aux citoyens des cités membres. On tente aussi d'imposer une uniformisation des poids et des mesures dans toute la mer Égée, tandis que la cité-mère n'hésite pas à promouvoir son système de gouvernement, la démocratie, qui n'était pas du tout majoritaire en Grèce. En 466, on voit ainsi Athènes forcer la cité de Chalcis à abandonner son système oligarchique pour se tourner vers la démocratie à la suite d'une révolte. Cependant, cette domination a aussi ses bons côtés pour les membres. La piraterie est pratiquement éliminée dans la mer Égée, le commerce se développe entre les cités et elle gagne toute la protection d'Athènes, maîtresse des mers. Les réunions de la Ligue qui se tenaient à Délos voyaient d'ailleurs chaque cité voter à égalité pour les décisions, puisqu'elles possédaient chacune une voix. Cependant, Athènes pouvait toujours profiter du soutien des plus petites cités qui votaient généralement comme elle. Cependant, une nouvelle révolte d'une cité de la Ligue, Potidée, provoque, en 432, le déclenchement d'une nouvelle guerre entre Athènes, accompagnée de la Ligue de Délos, et Corinthe, accompagnée de Sparte, qui dirige la Ligue du Péloponnèse et reçoit le soutien des Perses. Cette seconde guerre, qui dure près de 30 ans, mène à la défaite d'Athènes en 404. Celle-ci est alors humiliée, elle doit raser ses murs, abandonner sa flotte et se voit imposer un système oligarchique qui remplace sa démocratie. La Ligue de Délos s'écroule avec elle. Finalement, cette ligue, née pour combattre les Perses, est peu à peu devenue un instrument de la puissance athénienne. C'est cette dernière qui dominait militairement, économiquement et politiquement la Ligue. Et elle s'est arrangée pour rendre cette domination indiscutable en s'immisçant dans la politique intérieure des cités membres, en imposant sa justice et sa monnaie, en dominant la mer Égée, puisque la Ligue était composée de cités côtières et d'îles, en contrôlant les tribus versées par les cités et en s'emparant du trésor, et en tentant d'étendre le modèle démocratique dans d'autres cités, ce à quoi Sparte répondra d'ailleurs en remplaçant toutes ces démocraties par des oligarchies. On comprend dès lors que la guerre du Péloponnèse, destinée d'abord à défendre les intérêts d'Athènes, soit apparue aux alliés comme un poids particulièrement insupportable, et que les défections aient repris tandis que les Athéniens rencontraient des difficultés. L'alliance a néanmoins subsisté jusqu'à la fin de la guerre, et c'est seulement la défaite et la conclusion de la paix avec Sparte qui entraînent sa disparition définitive. On voit naître, près de 40 ans plus tard, une seconde confédération menée par Athènes et dirigée contre Sparte, qui s'était alors rendue impopulaire chez les Grecs. Mais Athènes se montre une nouvelle fois trop pressante envers ses alliés, et, moins puissante qu'au siècle précédent, elle finit par céder face à une rébellion des cités membres et plusieurs interventions étrangères. Avec ces deux dernières vidéos, on a pu faire un tour du monde du fonctionnement des empires antiques. On a pu voir les premiers empires de notre histoire au Moyen-Orient, avec Akkad et l'Égypte. On a pu voir le premier empire indien avec l'empire Maurya, la première dynastie qui s'est maintenue de façon durable sur l'empire chinois avec les Han, et on a même pu faire un tour du côté de la Grèce et de la Perse avec l'empire achéménide et la Ligue de Délos. Avec tout ça, on a pu voir logiquement plein de fonctionnements différents, avec des empires plus ou moins centralisés, dont l'économie et l'armée étaient différentes, tout comme leurs relations avec les peuples et les anciens royaumes ou cités qu'ils ont intégrés. Bref, on a eu une vue d'ensemble de tout ça dans la mesure du possible. Mais il y a quand même un grand absent dans ce bilan, un empire qui a marqué l'histoire de l'Europe et du monde plus qu'aucun autre. On se retrouve donc le mois prochain pour parler du fonctionnement de l'Empire romain.